par exemple, il y a des périodes où on va plutôt promouvoir l'association. Il y a toute une législation qui est favorable aux sociétés populaires entre 1791 et 1793. Puis, en même moment, on a des interdictions par la loi Dallard ou la loi Chapelier qui frappent donc les corporations, les coalitions, les attroupements, et qui est contre la liberté du travail. Et on a aussi un décret en 93 qui mentionne la fermeture des académies et des sociétés littéraires. Et puis, progressivement, on va faire une législation qui va fermer les sociétés populaires vers 93-95. Et on note, si on va court un petit peu aussi jusque vers l'Empire, avec un regain de loges maçonniques à partir de 1801, avec notamment le frère de l'empereur, qui est lui-même le grand maître du Grand Orient à partir de 1805. Donc, une situation un petit peu confuse, et ce code pénal de 1810 tend à remettre un petit peu les choses en ordre, si je puis dire, sous l'Empire. Alors, que dit cet article 291? Donc, il dit nulle association de plus de 20 personnes, donc il y a bien une limitation à 20 personnes, dont le but sera de se réunir tous les jours ou certains jours. Alors, j'ai un problème de lecture, j'ai un certain jour de. Attendez, hop, voilà. Certains jours marqués pour s'occuper d'objets religieux, littéraires, politiques ou autres ne pourra se former qu'avec l'agrément du gouvernement et toutes les conditions qu'il plaira à l'autorité politique d'imposer à la société. Donc, il y a l'idée donc d'une limitation à 20 personnes et puis l'idée d'un agrément, d'une demande d'autorisation au préalable. Et cette législation va être reprise par l'État monarchique sous la Restauration à partir de 1815. Donc, ça, c'est le côté, je dirais, législation restrictive qui s'applique sur tout le territoire, y compris dans les campagnes. Mais d'un autre côté, on a aussi une incitation à partir de la monarchie de la Restauration, une incitation à fonder des associations à l'échelle locale, particulièrement dans le monde rural. Alors, mon étude sur la Mayenne m'a conduit à m'intéresser au corps de sapeurs-pompiers qui, au XIXe siècle, en milieu rural, fonctionne comme une association, c'est-à-dire que c'est bien un groupement de personnes qui s'associent volontairement avec des statuts, il y a bien un règlement du corps de sapeurs-pompiers et c'est reconnu par les pouvoirs publics. Et donc, tout ça est, à partir de la Révolution, sous la tutelle, je dirais, au niveau administratif. C'est une prérogative qui relève des municipalités. Et pour citer donc un exemple local, en 1815, le 2 mars 1815, le sous-préfet de Mayenne, donc dans le nord du département, écrit au maire d'Ernée. Alors, Ernée, donc on est dans le nord-ouest du département. C'est un chef-lieu de canton. À l'époque, il y a plus de 5000 habitants, donc c'est un gros bourg, on va dire, hein, une grosse agglomération. Et donc, le sous-préfet écrit au maire pour l'inciter à organiser un corps de sapeurs-pompiers. Mais en fait, il n'y a strictement aucune mise en œuvre. Alors, on peut prendre comme cause que le coût doit être porté par la municipalité à l'époque, que ce soit pour la solde des pompiers, que ce soit pour l'achat du matériel local. Et puis, il y a surtout, semble-t-il, aucun désir de la population locale de voir constituer un corps de sapeurs-pompiers, puisqu'il semble que les solidarités de voisinage pourvoient à la lutte contre le feu dans les campagnes. Ainsi, alors que la préfecture Laval et les deux sous-préfectures, Mayenne au nord et Château-Gontier au sud, ont des corps de sapeurs-pompiers professionnels constitués depuis la Révolution française, eh bien, le premier corps rural de sapeurs-pompiers volontaires, il attend 1834, c'est-à-dire 20 ans après l'incitation du pouvoir central, pour voir le jour. Alors, il ne voit pas le jour à Ernée, il voit le jour à Cran, dans le sud-ouest, ici, de la Mayenne. Et alors, celui dernier vient juste après, en 1835, suite à une nouvelle incitation du sous-préfet de l'époque. Donc, on voit bien ici déjà une certaine incapacité de l'État à impulser une création associative par le haut s'il n'y a pas une volonté associative qui se manifeste à la base. Et en fait, on a exactement la même chose pour notre type d'association, ce sont les comices agricoles. Donc, on a des réunions de personnes qui adhèrent volontairement avec toujours aussi un but commun, avec des statuts qui est ici, le but commun ici, c'est le progrès agricole. Donc, dès 1819, il y a une circulaire qui est prise par le pouvoir en place, qui est le premier texte officiel à faire mention du terme de comice. Et puis, il y a, sur les années qui suivent, tout un ensemble de textes, de circulaires, notamment celle du 14 août 1819 qui veut créer
des sociétés d'agriculture dans chaque arrondissement français, et puis celle du 26 janvier 1820 qui veut créer des assemblées agricoles, en gros des comices agricoles. Alors là, le territoire n'est pas fixé, cantonaux, territoire cantonaux ou territoire d'arrondissement, c'est pas clair, mais en tout cas, il y a vraiment une volonté de l'État de créer ce genre d'association au niveau local. Alors le premier comice agricole français, il a été créé dans les années 1815-1817 à Plester, près de Dinan, en Ille-et-Vilaine, un département qui est limitrophe de celui de la Mayenne. Et ce département de l'Ille-et-Vilaine va voir se multiplier les comices agricoles par émulation assez rapidement, et tout le département va être couvert à partir des années 1830-1840. Or, en Mayenne, comme d'ailleurs dans plein de départements de l'Ouest, la Sarthe, la Loire-Atlantique, mais aussi les autres départements bretons, il n'y a pas d'engouement pour cette création de comices agricoles. Les trois sociétés d'agriculture d'arrondissement ont bien été créées en 1819, mais en fait, elles restent des coquilles vides. Il n'y a aucune activité. Il n'y a aucun comice agricole dans le département avant 1839, parce que ça ne rencontre pas de désir local, malgré une législation favorable, et la monarchie de Juillet va relancer le mouvement, puisque dans les années 1833-1834, il y a une législation qui facilite la création de comices agricoles en disant que maintenant il ne faut plus remonter au niveau du ministère, mais qu'une simple autorisation du préfet suffit. Mais en fait, il n'y a pas d'engouement local. Et donc, il y a bien aussi également une impuissance de l'État monarchique à susciter la création d'associations. Alors, à côté de cette restriction, cette incitation, il y a sous les radars, moi j'appelle ça sous les radars de l'État, la survivance d'anciennes formes associatives qui sont assez fortes dans le département que j'ai étudié. Alors, en fait, l'État va commencer à s'y intéresser assez tardivement en menant des enquêtes. Donc, la première enquête date de 1842, elle s'appelle État des réunions d'hommes ou sociétés. Alors, c'est un formulaire qui est envoyé par le pouvoir préfectoral au maire, et il y a un objectif fiscal derrière, puisqu'il s'agit de répertorier les sociétés où on consommerait de l'alcool, et donc l'idée, c'est de faire payer ces sociétés à l'égal de ce qui peut se pratiquer dans les cabarets sur la consommation d'alcool. Or, cet état 1842 montre qu'on a plein de sociétés qui ne sont pas déclarées, d'associations qui ne sont pas déclarées auprès du pouvoir central, qui existent, et pour certaines depuis longtemps, et que la législation restrictive napoléonienne, reprise par les monarchies suivantes, ça n'a rien changé, ça ne les a pas du tout perturbées. Je prends pour exemple eh bien, la société d'Ernée. Donc voilà, il n'y a pas de comice, il n'y a pas de sapeur-pompier à Ernée, mais il y a une société littéraire qui a été créée en 1759 et qui existe toujours dans les années 1830. Idem pour deux sociétés littéraires à Caen, qui existent pour l'une depuis 1764 et l'autre 1786. Et je pourrais citer également la même chose pour Évron. Alors Évron, c'est à l'est du département, c'est aussi un chef-lieu de canton. Saint-Denis d'Anjou, ça n'apparaît pas sur ma carte, mais c'est au sud-est, en limite du Maine-et-Loire et de la Sarthe. Et donc, en fait, ces sociétés ont une activité quasi permanente. Alors, je peux l'affirmer parce qu'en fait, les archives de la Mayenne ont recueilli, il y a quelques années, deux sources très intéressantes. Ce sont des registres de délibération de deux sociétés de Cran, donc dans le sud-ouest. Et le premier va en continuité de 1764 à 1834. Alors, il note une mise en sommeil de l'association entre 1801 et 1809. Voilà, donc à la fin du consulat et au début du Premier Empire, mais qu'en fait, cette mise en sommeil est plus liée à une absence de local qu'une absence qu'une restriction venue d'en haut. Et puis le deuxième registre, lui, court de 1886 jusqu'en 1830, avec là aussi une mise en sommeil au début de la Restauration, entre 1815 et 1820, mais ce cercle est très vivace puisqu'il va durer jusqu'en 1918. Donc en gros, on a un cercle qui traverse les périodes de 1786 à 1918. Donc, ces sociétés littéraires sont en fait des sociabilités de convivialité, c'est de la convivialité au sens, voilà, c'est de la sociabilité au sens de convivialité, où on vient pour lire des livres, des journaux, où on vient discuter. On vient aussi acheter, on achète assez rapidement un billard pour jouer en intérieur, il y a un jeu de boules en extérieur, et puis progressivement, on va un petit peu diversifier les jeux de cartes, on va amener aussi un peu de consommation d'alcool, de vin, de bière,
Voilà. Et donc, ces associations-là, qui survivent malgré la législation de l'État, eh bien, c'est vraiment une marqueur d'une volonté de l'association par le bas. Alors, c'est à nuancer, évidemment, parce qu'elles sont réservées aux notables locaux. Hein. C'est évidemment des rentiers pour la plupart, quelques professions libérales, quelques fonctionnaires, quelques membres du clergé à la marge, quelques nobles également qui peuvent se mêler avant la Révolution et puis aristocrates, on va dire, après la Révolution. Mais ça montre bien qu'il y a un goût de l'association qui traverse les époques et les régimes politiques, indépendamment des injonctions de l'État. Donc, voilà un petit peu le tableau sur cette première période, ici, en Mayenne. Et puis, on bascule sur une deuxième période, puisque alors, ma thèse commençait sur les années 1830, et vraiment, il y a une période de bascule avec un État qui hésite entre institutionnalisation et tolérance. Alors, institutionnalisation, euh, on a une évolution du contexte. Alors, on a tout un courant associationniste socialiste, bon, qui peut avoir une influence. On a aussi un modèle anglais qui est important. J'en ai parlé alors, je vais pas parler. On pourrait l'évoquer pour les comices agricoles qui sont évidemment formés sur ce qui peut se passer en Angleterre, sur le progrès agricole. Les clubs anglais aussi ont une influence et Angers étant une ville de commerce qui commerce avec l'Angleterre, il y a une influence très forte dans la région sur ce modèle-là de club à l'anglaise, on va dire. Et puis, on a une monarchie, malgré tout, une monarchie de Juillet qui est un petit peu plus libérale. Alors, c'est à nuancer puisque la loi du 10 avril 1834, elle est encore plus restrictive que l'article 291 du Code pénal de 1810. Elle interdit de dépasser, sous quelque forme que ce soit, les 20 personnes, puisqu'en fait, certains avaient réussi à contourner la limite de 20 personnes en créant des sections d'associations. Alors, ces sections faisant chacune 20 membres, on pouvait cumuler les sections et donc dépasser les 20 membres par association. Donc maintenant, cette loi du 10 avril 1834 interdit le cumul de sections de 20 personnes et surtout alourdit les peines en cas de dépassement. Mais cette loi de 10 avril 1834, elle réforme le système d'autorisation associative, puisque désormais, ce n'est plus le ministère de l'Intérieur qui donne son aval, c'est le préfet. Et donc, il y a une accélération des procédures, un allègement des procédures. Peut-être que c'est aussi lié à un engorgement des demandes au niveau ministériel, puisque, par exemple, Maurice Agulon, effectivement, note un essor des cercles, et donc forcément, les demandes d'autorisation se multiplient. Cette législation restrictive ne sera pas, enfin, elle sera remise en cause, mais de manière très, en parenthèse, par la Deuxième République, qui autorisera, qui libérera l'association, et aussitôt la parenthèse se refermera en 1852, puisque Napoléon III va revenir à une législation restrictive au moins jusqu'en 1864. Et donc, cette monarchie de Juillet, à partir des années 1830, va relancer les vieux dispositifs, les dispositifs anciens. Et là, je pourrais m'appuyer sur le concept qu'a mis à jour Pierre Rosanvallon, qui est l'état d'État réseau. L'État, enfin, il décrit ça comme étant l'intégration par le pouvoir central de la dynamique associative. Alors pour lui, il fait démarrer le phénomène avec la Troisième République à partir de 1880, mais en fait, euh, je peux en sentir les prémices dès les années 1830-1840, et à commencer par donc une relance des comices agricoles. Donc, comme je vous l'ai dit, dans les années 1830, le pouvoir monarchique tente de relancer cette création à l'échelle locale de comices agricoles. Ce qui va déclencher vraiment les choses en Mayenne, c'est sans doute un apport financier, puisqu'en fait, dès qu'il y a des subventions qui sont à la clé maintenant, dès que vous créez un comice agricole, même ça, malgré tout, ça ne lance pas la chose. Si on regarde la carte des comices, le premier comice qui va être créé, c'est un comice qui est tout à fait à l'est de la Mayenne, à la limite de la Sarthe. C'est le comice agricole de Sainte-Suzanne, qui est en fait créé en 1839 uniquement parce que le maire de Sainte-Suzanne est un agronome qui est membre de la Société d'agriculture de la Sarthe et voilà, il est propriétaire et il veut faire dynamiser dans son canton le progrès agricole. Et voilà. Et par émulation, progressivement, sur les années 1840, on va avoir donc des cantons qui vont chacun créer leur comice agricole.
Et d'ailleurs, ça va être un petit peu la course à la subvention. Et dans les années 1840, il y aura un rétropédalage ministériel, car il y a beaucoup trop de demandes de comices. Et en gros, l'incitation du haut, l'incitation financière, est un petit peu débordée par une sorte d'engouement par le bas. Et assez rapidement, on va freiner et on va interdire la création de comices qu'on considère comme trop petits et pas assez dynamisant au niveau local, ce qui va créer, on a ça dans les correspondances entre la préfecture et les créateurs de comices, des jalousies, des frustrations, et on arrive à un quadrillage assez inégal et assez incomplet à la fin des années 1840 en Mayenne, avec ce qui tient évidemment à des différences d'implication entre la population des notables locaux. À noter que Ernée eh bien, n'a pas de comice, pourtant 5000 habitants, eh bien, à la fin des années 1840, elle n'a pas de comice. Et cette institutionnalisation, elle va se mettre en place vraiment avec la loi du 20 mars 1851 qui institue les chambres d'agriculture départementales dont les membres sont désignés par un collège électoral issu des comices. Et donc là, il y a la nécessité pour l'État d'avoir un quadrillage complet. Et donc, on va avoir une création à marche forcée. Et même Ernée, où on n'avait pas de création de comice, eh bien, on va créer de manière forcée un comice en 1862. Donc, plus de 20 ans après les premiers comices. Mais à partir de là, évidemment, comme on a une institutionnalisation de ces comices, je dirais que les comices perdent un petit peu leur caractère volontaire et ne sont plus vraiment associatifs. Donc en fait, on a bien l'État à réseau qui se met en place avec cet État qui étend ses relais. Et donc, les comices agricoles perdent un petit peu de leur caractère associatif. Deuxième deuxième type d'association qui est encouragé, ce sont les corps de sapeurs-pompiers. Alors là, sur cette législation, il y a un changement en 1831, puisque maintenant, les communes peuvent créer un corps de sapeurs-pompiers au sein de la garde nationale, et donc il n'y a plus l'obligation de verser de la solde. Donc là aussi, c'est un contexte financier qui change. Les municipalités sont plus enclines à créer une association nos sapeurs-pompiers. Et puis, il y a une plus forte pression locale, semble-t-il, avec des incendies beaucoup plus fréquents en milieu rural, qui est lié à des pipes mal éteintes, donc voilà, ou alors au début de l'utilisation des allumettes chimiques, qui fait qu'on a beaucoup de choses, d'incendies qui se renouvellent dans le milieu rural avec des incendies assez marquants. Et donc, on a une demande locale plus forte de corps de sapeurs-pompiers avec des gens qui vont s'impliquer dans la création de corps de sapeurs-pompiers. On a un pic dans les années 1860 avec, comme en Mayenne, donc en Mayenne, on a ça, avec alors le mouvement s'initie à partir de 1830, mais vraiment, il va falloir attendre la fin du Second Empire pour vraiment avoir euh, des corps de sapeurs-pompiers, alors pas, comme le montre la carte, pas partout, on en a 35 au début de la Troisième République, mais donc une répartition qui commence à marquer. Et ces corps de sapeurs-pompiers ont évidemment pour but la lutte contre l'incendie, mais pas que, puisque assez rapidement, ils vont faire du service d'escorte, ils vont aussi faire du service d'ordre lors des cérémonies publiques, et puis ça va les amener également à faire de la musique, et donc à commencer à constituer une mini-fanfare en leur sein. Et tout ça va être totalement réorganisé à partir de 1875, puisque la garde nationale est supprimée suite à la Commune de Paris en 1871, et donc on se demande ce qu'on peut faire avec ces corps de sapeurs-pompiers qui ne vont pas être abandonnés. Et donc, on a une structuration et un encadrement avec un engagement quinquennal réciproque des sapeurs-pompiers qui s'engagent et des municipalités qui vont subventionner, qui vont abonder financièrement ces corps de sapeurs-pompiers, ce qui assure leur pérennisation sur la longue durée. Et puis, j'aimerais parler aussi d'un nouveau dispositif qui est mis en place par le Second Empire, c'est donc les sociétés de secours mutuels, donc avec un décret qui est pris en 1852, donc avec l'idée d'équilibrer l'influence des classes supérieures avec celle des masses, je cite. Et donc, on a l'idéal, c'est de former dans les communes des petites sociétés où les personnes adhérentes, avec une cotisation, pourraient être couvertes par la maladie, la blessure, l'infirmité, les frais funéraires, etc., voire même de créer un fonds de retraite. Malgré tout, en Mayenne, sur cette période du Second Empire, on n'a pas, pas de développement, on a de ces sociétés de secours mutuels. Ça reste vraiment très, très embryonnaire. On n'a pas de gros sites industriels. Et au final, rien de marquant sur la période.
Donc, toujours cette tentative d'institutionnalisation par les comices agricoles, qui est plutôt une réussite, même si ça marche forcé, par les sapeurs-pompiers, là aussi plutôt positif. Les secours mutuels, ça ne fonctionne pas beaucoup. Alors, dans l'Ouest, hein, on est plutôt sur, je vous le disais, hein, c'est des paysans qui sont assez isolés dans la campagne, et à l'exception des bourgs, voilà, où on peut avoir une population artisanale qui peut être intéressée, ça reste, je dirais, très, très pauvre. Et à côté de ça, toujours cette tolérance à l'égard d'associations venues du bas. Et donc là, si je devais me raccrocher à ce qui a pu être fait par Maurice Agulon, on a donc l'essor des cercles ou des sociétés d'hommes. Alors Maurice Agulon en a répertorié 1601 en 1843, donc c'est vraiment la grande époque. Et selon les régions françaises, ces cercles ruraux, ils apparaissent à partir des années 1830 jusqu'à la fin du Second Empire. Et les préfectures, comme en Mayenne, vont vraiment s'y intéresser à partir des années 1840 en renouvelant des enquêtes. Donc, on a beaucoup d'informations sur ces cercles-là. Des cercles, donc, comme je vous disais, avec une forte influence anglaise. On laisse tomber un petit peu le côté académique, le côté société littéraire. On va plutôt aller sur lecture du journal, des jeux, consommation d'alcool, dans des lieux privatifs. Ça peut être une simple salle de cabaret qui va être privatisée, ça peut être un appartement, ou carrément ça peut être une maison qu'on va louer avec un terrain pour jouer à la boule. Ces maisons-là sont souvent tenues par un ou une concierge qui est à résidence, mais contrairement à ce qui a pu être étudié dans le sud de la France, notamment dans le Var, c'est pas du tout des associations qui vont tourner vers la politique, qui vont pas du tout se politiser, ça reste vraiment apolitique. Et on a deux grandes vagues en Mayenne. On a une vague plutôt dans les années 1840 et puis une deuxième vague de création dans les années 1860. C'est ce que vous avez sur ma carte représenté par les ronds noirs. Alors, avec une surreprésentation de ces cercles dans le sud du département, ce qui montre bien une influence angevine. Donc là, enfin, localement, on appelle ça le cercle angevin, puisque le modèle est apparu et s'est diffusé à partir d'Angers. Et puis vient se greffer, particularité de la région de l'Ouest, vient se greffer sur ce modèle du cercle angevin, ce qu'on appelle les sociétés de cure. Alors, les sociétés de cure, c'est celles qui sont représentées par les petits ronds blancs, peuvent parfois être en concurrence avec un cercle, mais qui sont parfois aussi dans des communes où il n'y a pas du tout de cercle, notamment, là aussi, pareil, dans le sud du département, il y en a un petit peu plus. Alors, ces sociétés de cure, elles sont, comme son nom l'indique, créées par le curé, et elles ne sont pas forcément déclarées auprès du préfet, elles sont déclarées auprès de l'évêque, mais dans leur mode de fonctionnement, c'est exactement, on vient y lire, on vient y boire. Alors, il y a des exigences dans les statuts, des exigences un peu plus morales, notamment une sanction qui est posée sur le blasphème, ce qu'on ne retrouve pas sur d'autres associations comme de cercle. Et ces sociétés de cure vont apparaître et se greffer sur ce courant de cercle angevin à partir des 1840. Et on a un essor qui va progressivement le suivre jusque dans les années 1860-70 et qui commence à annoncer ce que vont devenir après les patronages ruraux où la politique, ça va être de se tourner plutôt sur un public de jeunes plutôt qu'un public adulte. Et à côté de ces cercles, on a également une poussée de sociétés musicales. Alors, euh, on a de très très grandes inégalités à l'échelle de la France. On a du chant choral qui se développe assez tôt, dans les années 1840, dans le Nord, en Alsace ou en région parisienne, qui sont malgré tout des zones assez urbaines et pas grand-chose ailleurs. Comme je vous le disais, c'est souvent des choses qui se créent au sein des corps de sapeurs-pompiers ou au sein de la garde nationale. C'est pour ça que, par exemple, à Évron, dans l'est du département, on a mention d'un chef de musique au sein de la garde nationale dès 1813. On sait qu'il y a un corps de musiciens, un petit corps de musiciens d'une dizaine de musiciens dans les années 1830. Mais en fait, on a connaissance de sociétés musicales dans des sources postérieures, puisque dans les années 1880-1900, les fanfares vont se battre auprès de la préfecture pour toucher des subventions et le critère d'ancienneté va jouer sur le montant de la subvention. Et donc, c'est un petit peu le concours à celle qui sera la plus ancienne. Et c'est ainsi que dans ces sources de demande de subvention des années 1880-1900,
Il semblerait qu'on ait déjà des fanfares à Cran dès 1820, à Goron, dans le nord du département, c'est une chef de canton, dès 1830, et un peu partout. Donc on aurait malgré tout des embryons là aussi, mais rien de structuré, rien de. On suppose aussi qu'il y a beaucoup d'associations qui ont des vagues et qui se mettent en sommeil, redémarrent, redescendent. Mais ce qui est certain, c'est qu'on a bien une poussée rurale à la pratique musicale, notamment au sein de la garde nationale et des sapeurs-pompiers, qui est un petit peu hors de contrôle et qui reste malgré tout assez limité. Et donc, j'en arrive à ma troisième partie sur cette période d'essor de l'association en milieu rural, 1880-1939, donc, où l'État va jouer un rôle de promoteur de l'association, mais également garder un gros contrôle sur ce mouvement associatif. Alors, toute une législation qui est favorable, donc la loi du 21 mars 1884 avec l'autorisation des syndicats sans autorisation préalable, celle du 1er avril 1898 sur les mutuelles, même chose, et puis en aboutissement, dans le processus qui est un processus qui est entamé depuis les années 1870-80, la loi du 1er juillet 1901 autorisant les associations sans autorisation préalable du préfet. Et donc, il y a l'idée que les idées républicaines vont passer évidemment par l'école obligatoire, par le service militaire obligatoire, mais aussi par les syndicats, par les mutuelles et par les associations en général. Et l'État va pratiquer une politique de subventionnement qui est distribué à l'échelle des préfectures, sur le modèle de ce qu'on avait pu connaître avec les comices agricoles dans les années 1830, alors qui va aller en direction des fanfares. Donc, c'est géré au niveau du conseil départemental pour l'achat d'instruments, pour l'achat de partitions, pour les frais de déplacement pour les concours musicaux, puisque la Troisième République va faire des fanfares vraiment un point, un pilier important. Et il y a une véritable politique en faveur de la pratique musicale qui est vue comme une manière de vitaliser, de revitaliser le peuple, en particulier en fortifiant les organes internes comme les poumons. Il y a l'idée que la fanfare crée du lien entre les individus, au-delà de leurs différences, et puis que la musique crée du consensus, du compromis. Donc ça, c'est la partie fanfare. Et puis, l'autre pilier important, ce sont aussi tout ce qui va être aide à la création de sociétés de préparation militaire, de sociétés conscriptives, euh, avec un armement, une distribution d'armement. Et donc, on est ici, évidemment, dans un contexte d'après-défaite de 1871 et de mise en place d'un service militaire obligatoire. Et entre l'école, sortie de l'école et le début du service militaire, il y a la volonté de créer ces sociétés conscriptives pour accueillir des jeunes garçons pour qu'ils ne perdent pas leur formation, et en tout cas pour même quasiment leur démarrer leur formation en direction du service militaire. Alors, cette promotion a des effets assez contrastés dans le monde rural. Alors, pour commencer, enfin en tout cas en Mayenne, déjà, donc il n'y a pas de site industriel important et le syndicalisme va rester assez maigre, à l'exception du syndicalisme agricole. Là, je m'appuie sur les travaux de Georges Massé, qui a réalisé une thèse de géographie en 1982, mais qui était revenu sur la première partie dès 1850 et qui a travaillé sur ces syndicats. En fait, en Mayenne, on a un syndicat des agriculteurs de la Mayenne qui est créé dès 1884, qui est républicain et conservateur, avec 7200 membres en 1929, qui a comme fonction principale d'organiser et des manifestations et des concours porcins et équins, donc en gros qui vient un petit peu concurrencer les comices agricoles, qui pratique un petit peu de mutualisme. Donc voilà, on est un petit peu un syndicalisme conservateur assez modéré. En 1893, on a le premier syndicat local de la Mayenne avec 47 membres. Alors, qui est créé là encore à Cran, le sud de la Mayenne est vraiment très porté à s'associer, qui est créé là par un avocat et propriétaire foncier qui s'appelle Isidore Pasquier, qui donc compte 2700 membres en 1929, alors qui a une fonction ici beaucoup plus poussée, puisqu'on parle de mise en place de coopératives, d'assurance mutuelle, voire même de formation avec une école de formation, une école d'agriculture au sein du syndicat. Et puis, encore plus tardivement, en 1895, on va voir la création d'un syndicat vraiment conservateur, tenu par les grands propriétaires terriens, qui étaient plutôt partis sur les comices agricoles, qui étaient vraiment rentrés dans l'institutionnalisation, et qui là
vont créer des syndicats conservateurs qui donc s'appelle l'Union des syndicats agricoles de la Mayenne, avec 2500 adhérents en 1929, et qui a pour fonction unique ici l'achat d'engrais. Donc, un syndicalisme à l'échelle de la Mayenne qui est vraiment à nuancer. On n'aura vraiment que sur tardivement, à partir du Front populaire, une CGT qui viendra s'implanter dans certaines usines de tissage dans les villes en Mayenne, mais en rural, sur le site ardoisier de Renazé, par exemple. Mais sinon, c'est vraiment il n'y a rien au niveau syndicalisme, en dehors du syndicalisme agricole. Donc ça, plutôt négatif. Deuxième point négatif, je vous en ai déjà parlé, c'est le mutualisme. Alors, certes, le nombre de mutualistes est multiplié par 3 entre 1898 et 1914, mais en Mayenne, ça reste très très limité à quelques chefs-lieux de canton. Ça reste aussi limité en termes de secours, de sociétés de secours mutuelles, aux amicales de sapeurs-pompiers. Les corps de sapeurs-pompiers sont vraiment très intéressants. Ils initient plein de choses. Ils initient des fanfares, ils initient les sociétés conscriptives, mais ils initient aussi du mutualisme entre sapeurs-pompiers. Donc, mutualisme et syndicalisme sont plutôt des échecs dans le monde rural. En revanche, pour les fanfares, c'est une grosse réussite. Alors, à l'échelle de la France, l'âge d'or des fanfares, c'est 1880-1900. En Mayenne, on a un pic de création dans les années 1880. Et au début du XXe siècle, on se retrouve avec 66 sociétés musicales rurales. Donc, vous avez la carte, donc on commence un petit peu à remplir les cases des communes, et avec pas forcément que dans le sud. Voilà, on commence à avoir des choses un petit peu partout. Alors, voilà un des exemples, cette musique du cercle Saint-Joseph d'Evron vers 1900, ce sont forcément des associations, enfin, forcément, ce ne sont que des associations masculines qui comptent entre 15 et 50 membres. En moyenne, on est autour de 30-40, entre des âges qui vont de 7 à 77 ans, mais une majorité de jeunes garçons entre 15 et 25. On est plutôt dans un esprit de patronage, avec quelques responsables, parfois le curé, comme ici sur la photo, qui ont entre 30 et 40 ans. Alors, ces fanfares ont des répertoires très variables. Euh, Ça va de la petite formation qui joue des musiques de marche, qui sait jouer la Marseillaise et qui va animer la fête du village, à des grandes formations qui ont des répertoires beaucoup plus étendus, hein, qui vont des marches aux grands compositeurs classiques, qui pratiquent des concerts hebdomadaires à la belle saison, sur la place, sur le kiosque, qui participent à des concours régionaux, voire nationaux. Voilà, donc très très gros succès de ces fanfares, de cette expansion de la fanfare dans le monde rural, en tout cas en Mayenne. Et puis, à côté de ça, gros succès aussi de sociétés de préparation militaire. Alors, à l'échelle de la France, on a une structuration assez rapidement, une structuration fédérale, et en Mayenne, on va avoir un développement qui va se faire, alors, qui va être un peu plus tardif que par ailleurs, mais qui va se développer à partir des années 1900. Là aussi, des sociétés de préparation militaire, forcément, là, je dirais, destinées à des jeunes garçons, entre la sortie de l'école et le service militaire, avec des exercices de gymnastique, comme on peut le voir ici, et puis des exercices de tir également, qui donnent lieu à des grands rassemblements. Là, on est à la Poauté, dans le nord-est, à la limite d'Alençon, dans le de l'Orne. Voilà, on a des grands rassemblements avec une sorte de militarisation, si on peut parler, et d'armement civique ou d'armement scolaire, si on veut reprendre du vocabulaire actuel, donc où le bâton fait symbole ressemble au fusil. Donc voilà, on a vraiment une préparation militaire très très poussée. Donc, on a vraiment une entrée dans l'association de ce monde rural dans l'Ouest et en Mayenne en particulier. Malgré tout, j'apporterai des nuances. Première nuance, j'en ai déjà parlé dans mon introduction, il y a un décalage entre la législation et un décalage avec l'application dans le monde rural. Il n'y a pas d'élan associatif en Mayenne avant les années 1920-1930, contrairement à ce que j'ai pu après étudier sur la ville de Laval. Alors, la ville de Laval, c'est le chef-lieu, la préfecture du département. C'est une ville qui, à l'époque, compte 30 000 habitants. Et en fait, assez rapidement, dès la loi de 1901, on a un essor associatif très fort, sportif, culturel et autres. Même des associations qui jouent le rôle de syndicats, mais on n'a pas du tout ça dans le monde rural. Il y a eu quelques essors de sociétés vélocipédiques dans les années 1890-1900 liés au début des grandes compétitions par rapport, par exemple, le Paris-Brest-Paris, mais ça reste très modéré.
Et en fait, il faut attendre les années 1920. Voilà. Donc là, vous retrouvez en orange mes sociétés de préparation militaire et j'ai rajouté dessus les sociétés sportives qui se dégagent d'une fonctionnalité militaire, d'un objectif militaire. Et ça, il faut attendre donc la deuxième moitié des années 20 et les années 30, voilà, pour voir apparaître des vrais clubs de foot avec des vrais championnats locaux, ruraux, des clubs de natation, des clubs de ping-pong, un début d'une pratique du basket. Voilà. Et donc souvent, c'est lié aussi à l'existence ou non d'installations rurales. C'est important d'avoir un terrain ou d'avoir des installations de gymnastique pour développer cette pratique. Et puis, en lien avec ça, c'est aussi la vraie entrée, je dirais, du monde rural en association, c'est le phénomène des anciens combattants, que ce soit des associations ou des sections. Donc là, vous avez quasiment toutes les communes. Chaque commune rurale a son association ou sa section d'anciens combattants. Et c'est vraiment, alors, elles s'inscrivent dans la continuité des sociétés de préparation militaire. Ceux qui entrent comme anciens combattants, ils ont été membres de la prépa militaire dans les années 1900, mais aussi elles s'inscrivent aussi dans la continuité syndicale, puisqu'il y a aussi l'idée de défendre des droits. Mais ça va au-delà, puisque ce qu'on peut lire dans la presse locale, la fête des anciens combattants, c'est pas uniquement se rendre au monument aux morts, c'est une animation générale avec des concerts, avec des jeux sur un jour, 2 jours, 3 jours, un week-end entier. Donc c'est vraiment une vraie animation du village qui est liée aux anciens combattants. Deuxième nuance, c'est un effet paradoxal de la loi de 1901, puisqu'en fait, cette loi de 1901, elle est faite pour exclure les congrégations catholiques de la loi, mais en fait, elle va contribuer à un fort investissement catholique dans le monde associatif. L'évêque de Laval va inciter les curés de village à investir les patronages, à développer notamment des sociétés de préparation militaire catholique dans les années 1910-1914. Et en fait, en Mayenne, on a un dynamisme de ce côté-là, et qui est lié au dynamisme de l'association catholique. Et puis, on a aussi plein d'amicales d'anciennes et d'anciens élèves des écoles privées catholiques qui se développent à ce niveau-là. Pour terminer, au niveau des nuances, on a un contrôle persistant de l'État, puisque ces sociétés conscriptives catholiques, sociétés de préparation militaire, elles sont fichées, elles sont enquêtées et elles sont souvent qualifiées de réactionnaires. Et donc, il y a vraiment une réticence, évidemment, du pouvoir républicain à donner des armes à des gens qui se réclament de l'anti-républicanisme. Et même au niveau sportif, on a un contrôle, que ce soit évidemment des sociétés de préparation militaire, mais je pense aux sociétés de natation, aux sociétés d'équitation qui sont toujours autorisées, mais dans une perspective toujours, même jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, il y a toujours un contrôle étatique parce qu'on essaye de voir derrière ce qu'il y a comme finalité militaire. Et donc, en conclusion, j'espère avoir montré qu'il y avait toujours un décalage entre la législation associative et la réalité associative dans le monde rural. Alors, les raisons, on peut les chercher, hein. Il y a évidemment une question peut-être d'acculturation, d'habitude, de pratique de l'association, mais qui va se mettre en place et je dirais qui est peut-être compliqué à partir de 1830, qui est réservé à une certaine notabilité, et puis qui va se généraliser à partir de 1930. Mais je crois aussi surtout qu'il y a une certaine autonomie à l'égard de l'État et qu'on n'attend pas l'État pour s'associer et qu'il y a vraiment une vraie difficulté de l'État à impulser l'association, mais également à l'interdire. Et on peut le voir au début de la période que j'ai pu citer, on a des associations qui existent, qui continuent à exister dans le monde rural et qui sont sans doute plus difficilement contrôlables que dans le monde urbain. Et donc, il y a vraiment, pour terminer, une nécessité d'une approche historique qui soit politique, mais qui soit également sociale, puisque il faut essayer de saisir qui est-ce que ça concerne, quelles classes sociales sont concernées, quelles catégories socio-professionnelles. Est-ce que c'est plutôt des femmes ou des hommes? Sur la période, c'est essentiellement des associations masculines, des jeunes, des vieux, quelle imbrication ça a au niveau des logiques familiales et amicales, et puis également une approche culturelle. Là, c'est le lien qui est à faire entre les nouvelles formes associatives et puis les anciennes formes de sociabilité. Et est-ce que c'est plutôt en termes de concurrence, de complémentarité? Et donc, il y a vraiment l'idée de montrer que le monde associatif, dans le monde rural, dépasse son seul rapport à l'État, et je dirais c'est ce qui fait un petit peu sa force. Je vous remercie.
Merci. Micro, Patricia? Il n'y a pas de micro. Toujours pas? Ouais. Ça vient. Ça vient, vous m'entendez Oui, là? c'est ça. D'accord. Bon, je suis désolée, je ne comprends pas d'où viennent ces problèmes de son. Donc, merci Christophe pour votre intervention. Nous allons donc inviter Alain à présenter également, à faire sa présentation. Et je vous propose de préparer d'ores et déjà des questions qui nous permettront donc de comparer les deux territoires et le fait associatif en Franche-Comté et en Mayenne. Voilà, Alain, c'est à toi. Merci. Vous m'entendez? Oui, ça a l'air. Merci d'avoir accepté la proposition. Ça me fait tout à fait plaisir de revenir sur ces questions que je n'ai pas abordées depuis un certain temps. Donc, je vais essayer de vous faire part de réflexions que je mène depuis déjà un certain temps sur le rapport entre les territoires et les EES, puisqu'on appelle ça comme ça maintenant, les entreprises de l'économie sociale depuis la loi de 2014. Donc, associations au sens très large, mais je ne parlerai pas particulièrement des associations dont vient de parler Christophe Tropot, mais plutôt des coopératives agricoles, des coopératives de consommation, éventuellement des coopératives de production, et un petit peu aussi des sociétés de secours mutuels, puisque dans la région à laquelle je me suis intéressé, le mouvement coopératif de consommation notamment est très proche du mouvement mutualiste, ce qui en est une des particularités. Donc la notion de territoire, déjà, c'est une notion quand même un peu particulière. Là, Christophe Tropot a présenté un département, puisque à partir d'un certain temps, effectivement, l'application des lois se fait avec le relais territorial de l'État, dans le cadre du territoire, des territoires définis par l'État, donc là, le département. Donc bien sûr que ça a une fonction absolument essentielle dans le cadre du développement du monde associatif, du monde coopératif, des sociétés de secours mutuels, etc., de tout ce que la loi autorise comme rassemblement. Mais quand on a des formations comme les fruitières, donc qui sont ces Sèvres, coopératives de fromagerie de Franche-Comté, on est sur des espaces différents, puisque aussi l'ancienneté des créations de ces entreprises est beaucoup plus vieille que la création du découpage venu avec les lois révolutionnaires. Donc, ça donne aussi une idée de comment les populations s'inscrivent dans l'espace pour créer ces collectifs économiques ou en tout cas d'entraide. Donc, il y a un constat déjà à faire, c'est qu'en fonction de ces types d'entreprises de l'économie sociale, on va avoir des géographies très, très différentes. Si je reprends pour commencer le cas des fruitières, parce que ce sont les plus anciennes, les fruitières sont ces associations d'éleveurs qui partagent leur lait, qui mettent leur lait en commun pour produire un fromage qui soit commercialisable à longue distance et donc de haute valeur ajoutée, et qui permet à des territoires un peu difficiles, on va dire, agricole, de manière agricole, à développer une économie qui soit viable pour y rester et y vivre correctement. Donc on voit ça apparaître en théorie, enfin, on a le terme qui apparaît à la fin du XIIIe siècle, mais on voit vraiment ça très très clairement sous forme associative à partir du XVIIe siècle, même si on a toutes les variantes possibles entre-temps avec des éléments, mais qui sont très très ponctuels, qui ne permettent pas forcément de faire une liaison très très généalogique très très claire. Mais à partir du moment où on a ces associations, donc elles s'inscrivent très
clairement dans le cadre, en fait, du circuit du lait. C'est-à-dire que le lait, qui est un matériau qui se corrompt facilement, les jours d'orage, il ne faut pas avoir trop longtemps pour porter son lait à un endroit où on va le transformer en fromage. Donc, ça définit des espaces qui sont extrêmement limités, notamment par les moyens de transport qui sont là pendant très longtemps dos d'homme et qui, petit à petit, vont se motoriser, j'allais dire, avec les chiens qui vont tirer les petites charrettes. Et puis ensuite, on aura les véhicules à moteur dans des périodes un peu plus récentes. Mais donc, l'ère de définition de ces espaces autour de la fromagerie, même quand elle est itinérante d'ailleurs, c'est un territoire bien spécifique qui va rejaillir d'ailleurs dans le cahier des charges actuel, puisqu'on a toujours la limitation aujourd'hui, qui est bien plus grande qu'à l'époque, mais qui sont les 25 km autour de l'atelier. On n'a pas le droit de collecter le lait pour qu'il y ait valeur de production qui rentre dans l'AOP, de collecter au-delà de 25 km. Donc à une époque, ce critère-là du cahier des charges d'aujourd'hui vient de cette époque où le territoire était limité de fait par les moyens à disposition et par la corruption fréquente, malheureusement, du lait avant d'arriver dans le chaudron. Et qui, du coup, comme on le sait, le lait caillé et qui arrive dans un chaudron, il caille tout le reste. Et donc, ça posait vraiment des problèmes de production. Donc là, un espace qui est défini autour d'une communauté, finalement, on pourrait dire paroissiale, pour l'Ancien Régime, qu'on pourrait dire même de hameau, puisqu'une partie du Jura, du massif du Jura dans lequel va se développer ce système-là, est un système d'habitat dispersé, et donc avec des tout petits groupements, des maisons familiales, parfois une ou deux maisons regroupées, et pas vraiment de centre, sinon l'église, qui fédère un petit peu tous ces territoires très, très éparpillés, notamment le Haut-Doubs, par exemple, qui a été un foyer très, très ancien et très, très fort du développement des fruitières, intègre ce type de paysage. Donc, quand on voit le secteur des hébergements, par exemple, ou Mout, ou ces quartiers-là, on a vraiment un habitat très, très dispersé. Et donc, ça veut dire que le choix judicieux de l'atelier est bien une manière de gérer la distance, qui est le problème de la géographique des sociétés. Donc, on va trouver un équivalent, ce qui fait que sur certaines paroisses, on va avoir la création concomitante, on voit ça très clairement dans les documents du XVIIe, du XVIIIe siècle, la création concomitante de plusieurs ateliers, de plusieurs fruitières, comme on disait, donc, qui vont collecter le lait dans des espaces qui sont possibles pour obtenir une qualité du produit suffisante et nécessaire pour la commercialisation aussi, ensuite, la mise en marché de produits qui doivent voyager très loin et être conservés durablement. Donc ça, c'est déjà une proximité. Quand on s'intéresse à une proximité qui est hors cadre administratif, je dirais, mais plutôt cadre technique, si on peut dire ça comme ça, à la fois d'une relation entre l'espace et la technicité de la production. Si on s'intéresse aux coopératives de consommation, donc la naissance en Franche-Comté, c'est surtout le Doubs, les bassins industriels de Montbéliard, la région de Montbéliard beaucoup, dès la loi de 1867 qui autorise les sociétés à capital variable, personnel variable, va entraîner là la création d'un certain nombre d'épiceries coopératives, d'épiceries essentiellement d'usines, de quartiers usiniers, créés souvent avec, même toujours, on peut dire, dès 1867, cette haute date créée par des patrons, avec l'aide des patrons pour leurs ouvriers, auxquels ils vont s'associer pour la gestion collective de ces épiceries. Et donc là, on a une autre forme de proximité qui est celle du service rendu par l'épicerie, qui arrive, donc c'est aussi le développement de manière générale en France et en Europe d'ailleurs, enfin, en France d'ailleurs plutôt que dans d'autres secteurs, en Allemagne aussi, des épiceries, puisqu'on a un déplacement de population qui viennent vers ces bassins industriels et donc qui quittent des zones rurales ou des zones
périurbaines, de petites agglomérations, et qui avaient l'habitude, ces familles, de produire grande partie de leur nourriture, notamment l'accès au jardin, éventuellement au boulanger local. Et donc, il va falloir recomposer ce type d'approvisionnement à proximité du lieu de travail, qui plus est avec des durées de temps de travail journalier assez longues, qui fait qu'il faut qu'on ait facilement accès à ces établissements pour pouvoir s'approvisionner. Par exemple, à Saint-Claude, la coopérative est plus tardive, enfin la société d'alimentation, comme on disait à l'époque, on ne disait pas coopérative encore, qui est créée en 1881. Elle est créée vraiment dans le centre-ville, avec tous les petits ateliers qui travaillaient là, essentiellement de la tournerie, hein, avec la fabrication des pipes en annexe. Et donc, il fallait qu'ils puissent rejoindre depuis les ateliers, qui étaient en général au bord des cours d'eau, parce qu'on avait encore l'utilisation de l'énergie hydraulique. Donc, en bas de la ville, ils montaient à cette épicerie pour s'approvisionner, et c'était faisable dans un temps correct, dans les pauses, dans le temps de travail, soit à midi, soit en fin de journée, soit en début de journée. Et donc, on venait là s'approvisionner, essentiellement en pain, en vin, en lait d'ailleurs aussi. Et puis, petit à petit, ces épiceries vont s'étoffer et fournir des denrées un peu plus variées, et notamment aussi la quincaillerie, etc. Aussi du pétrole pour les lampes, pour l'éclairage domestique. Donc là, on a aussi un système qui va se mettre en place, vraiment très, très lié à la distance généralement piétonne, éventuellement à vélo, qui va donner un sens au réseau, qui va donner une forme au réseau de ces petites entreprises, qui vont être d'abord essentiellement urbaines, même dans des petites agglomérations, mais toujours urbaines, avant de devenir rurales. Et quand elles seront rurales, généralement, elles vont dépendre d'un réseau d'épiceries avec une sorte de tête de réseau qui fait approvisionnement. Ça va être le cas, comme on a des très très belles archives conservées pour la Fraternelle de Saint-Claude, on voit très très bien cette formation, 1881, donc première épicerie, 1893, deuxième épicerie, dans un autre quartier, la ville s'étendant avec l'intensification de l'industrialisation et la descente des ateliers vers les pôles urbains, que ce soit d'ailleurs à Saint-Claude ou dans les villes sœurs de Morée, d'Oyonnax pour le plastique dans le département de l'Ain. Donc, on a diffusion d'abord de ces épiceries dans les quartiers périphériques et puis ensuite dans les campagnes, mais en liaison avec un pôle urbain qui va faire magasin de demi-gros en quelque sorte et qui va livrer régulièrement ces petites épiceries rurales. Et là, on voit l'essor plutôt à partir du début du XXe siècle, 1901, 1902, 1903, jusqu'à obtenir des réseaux extrêmement denses de ces épiceries, l'habitude étant prise de ces épiceries rurales à partir de l'après-Première Guerre mondiale, les années 20, les années 30, voire il va y avoir une grosse poussée de création de ces entreprises rurales d'épicerie et d'approvisionnement local à partir de 1919, donc à la suite pour diverses raisons, aussi de la manière dont la Fédération nationale gérait sa communication et le développement de ces entreprises. Si on prend les coopératives de production, d'abord elles sont beaucoup moins nombreuses sur ces territoires, y compris d'ailleurs dans les territoires de Haute-Savoie sur lesquels j'ai travaillé. Et elles sont en quelque sorte opportunes, c'est-à-dire qu'elles sont créées dans un cadre particulier, soit pour s'emparer d'une niche économique. Il y a la possibilité de s'associer et donc on va créer une entreprise coopérative parce qu'on a envie de la traiter de cette manière-là. Ou bien si on prend l'exemple des toutes premières coopératives de production de la région de Saint-Claude, ça va être des ouvriers diamantaires qui vont s'associer un petit peu à la demande des patrons qui en avaient marre de gérer des petits ateliers avec des ouvriers plutôt turbulents, syndiqués très très tôt, socialistes en général. Et donc, ils vont leur dire, mais faites donc des coopératives. Et ils vont créer 2 coopératives qui vont avoir une belle durée d'existence à partir de 1892, et même 3, même il y en aura une plus petite, avec une centaine d'ouvriers associés.
Et là, on est vraiment sur un cadre très particulier de gestion d'une production économique dans un cadre international, puisque le diamant est commencé à l'époque encore collecté en Afrique du Sud, pratiquement uniquement, un petit peu en Inde, mais surtout en Afrique du Sud, et géré par le marché du brut était géré par une société londonienne, donc la De Beers, et qui avait aussi qui employait aussi des petits fabricants, bien sûr, de loin, pas seulement à Saint-Claude, où il n'y avait pas tant que ça, mais à Anvers et à Amsterdam. Donc, on va s'insérer localement dans une économie en travaillant selon cette manière coopérative, parce qu'on a envie de travailler comme ça, on a envie de cette forme politique de gestion de la gouvernance de ces entreprises. Et donc là, c'est pareil, on est aussi dans un cadre géographique international, là, on est vraiment sur des aires extrêmement larges, mais on est aussi sur du très local, dans le sens où l'atelier va être lié à la force motrice. Donc, les premières usines, notamment à Damas, vont être placées sur un cours d'eau, avec d'abord une chute et puis ensuite des turbines, très rapidement, avec le développement du matériel hydroélectrique. Et puis, en même temps, il faut que les ouvriers, les 100 ouvriers associés, puissent venir à pied sur leur lieu de travail. Donc, ça va être des résidents urbains et qui auront quelques centaines de mètres, peut-être 1 kilomètre, 1,5 kilomètre, puisque la ville est assez étendue à parcourir matin et soir pour aller et venir de leur domicile jusqu'au lieu de travail. Sachant que l'industrie saint-claudienne, l'industrie ou jurassienne, au sens large, même du haut budget, s'est installée d'abord en liaison avec l'agriculture. Hein, c'était le concept de ferme-atelier qui est maintenant désuet, mais qui a quand même été efficace à une certaine époque, c'est-à-dire qu'on avait des paysans ouvriers, des paysans producteurs, même plus exactement, qui produisaient dans les fermes et qui avaient un atelier, généralement dans des familles élargies. C'est le rapport de Odigan, Armand Odigan, qui fait une enquête sur les ouvriers en France et qui traverse le Jura pour notre grand bonheur, parce qu'il a collecté des informations autour des années 1960, et on voit cette forme industrielle extrêmement dispersée, qui peu à peu va se concentrer dans les villes, et donc demander à la fois la création de ces épiceries et favoriser aussi la création de ces grosses coopératives de producteurs dans les zones urbaines. Alors, je cite là Saint-Claude, mais on pourra citer aussi Oyonnax, avec les premiers plastiques, je peux dire ça comme ça, avec d'abord la corne, le travail de la corne, et puis ensuite les celluloïdes, et puis sur Morée, avec le travail de l'horlogerie, le travail des clous, le travail de l'horlogerie, puis le travail des lunettes, dans ce troisième temps, tout ça sur cet espace de charnière entre 19e et 20e siècle. Donc, on voit bien que déjà le rapport de ces entreprises avec l'espace dépend du contexte historique, bien entendu. C'est-à-dire que le contexte historique lui-même donne un sens à l'espace en fonction de la manière, des modes qu'on a de le parcourir et aussi des modes sociaux qu'on a de les parcourir. Circulation d'un paysan en zone rurale, montagnard ou pas d'ailleurs, n'est pas la même que celui d'un urbain à la même époque, en fonction de ses lieux de travail, en fonction de ses lieux d'approvisionnement, de ses relations avec l'extérieur, avec d'autres familles, d'autres ouvriers, d'autres producteurs paysans, etc. Donc on est bien sur des critères de rapport à l'espace qui sont très datés, dans une chronologie, mais aussi dans une géographie et en fonction, bien sûr, d'un contexte social. Donc, on a ces entreprises qui sont très spatialisées et donc qui vont subir aussi les mutations de la manière dont on gère la distance. J'ai déjà évoqué le fait de l'arrivée des véhicules à moteur qui vont changer radicalement la gestion de l'espace pour ces entreprises. Je pense toujours à la coopérative, cette fois les coopérateurs du Jura,
Donc, il y a une fusion dans les années 60 de 3 grosses coopératives territoriales, donc la Fraternelle à Saint-Claude, la Famille à Morée et la Fourmi à Cuiseaux, qui est déjà dans la Saône-et-Loire, mais au pied du Jura. Et là, il va y avoir, dans les archives, on voit très très bien ça, avec donc, je vais juste présenter l'entreprise, donc c'est un réseau de succursales avec un magasin gros qui diffuse dans ces succursales, avec des gérants dans les succursales, une comptabilité générale qui centralise toutes les informations, qui organise la diffusion des marchandises, qui collecte aussi vers les producteurs, vers les fournisseurs, et donc qui sont généralement d'ailleurs pas très locaux, puisqu'on est là déjà dans un système de consommation qui va chercher dans les usines de production de conserves, de production la quincaillerie, etc., etc., dans des usines qui sont parfois fort éloignées, qui sont parfois coopératives quand même, puisque la FNCC avait fait un bon travail à ce sujet dans les années 20-30. Et puis, un réseau local qui a été défini selon une manière de gérer l'espace qui commence à dater avec l'arrivée des véhicules à moteur. Et donc, dans les années fin 50, mais surtout 60, on voit des problèmes qui sont soulevés par l'abandon de certaines succursales par la clientèle. Tout simplement, la clientèle désormais équipée d'une voiture individuelle va aller chercher, va travailler souvent au-delà de son domicile, qui reste dans le village d'origine, si je peux dire ça comme ça. Et par exemple, dans la région d'Oyonnax, on a la succursale de Geur, où une partie des gens des villages du département limitrophe du Jura vont aller travailler sur Oyonnax, où là, il y a un développement industriel assez important. C'est les premières presses à plastique. Et on va aller en voiture et on va revenir en voiture. Et en revenant, on va se servir au magasin qui est moins cher et qui commence à être aussi des petites surfaces, des supérettes, comme on disait à l'époque. Et on va abandonner ou n'utiliser l'épicerie locale que pour le sel, la chose qu'on a oubliée en venant. Euh, Éventuellement le pain, mais c'est même pas gagné d'avance. Et donc il y a une plainte des gérants de certaines succursales qui sont dans l'orbite de ces petits foyers industriels qui tendent à se développer, qui se plaignent justement des baisses très nettes de chiffre d'affaires. Et donc on va arriver à la fermeture d'un certain nombre de ces succursales jusqu'à la création dans les années 70 d'un supermarché à Saint-Claude qui va finalement centraliser en quelque sorte tout l'approvisionnement d'un grand rayon de territoire à la périphérie urbaine. Et donc, on va descendre des villages où on réside encore pour venir s'approvisionner dans le supermarché. On voit ça un peu partout. Le problème, par exemple, des coopérateurs de Haute-Savoie est exactement le même, sauf qu'ils démarrent un peu plus tard, ils démarrent dans les années 20. Ils vont créer un très grand nombre de succursales avant-guerre, puis encore jusque dans les années 50, jusqu'à voir finalement une perte extrêmement importante de chiffre d'affaires de beaucoup de succursales rurales dans la décennie qui suit, dans les années 60, et qui va entraîner leur faillite à assez court terme. Donc voilà, un rapport à l'espace qui peut poser problème, notamment dans le cas des coopératives de consommation, et qui va être géré différemment dans le cadre des fruitières, puisque là, quand on commençait à se mettre en place la mécanisation de la collecte du lait, il va simplement y avoir un regroupement de certaines fruitières sur un seul pôle, sur un seul chalet, comme on dit, sur un seul atelier, et achat d'un camion qui va collecter dans les fermes le lait matin et soir. Ensuite, il y aura dans les fermes mise à disposition par la coopérative de tanks à lait, maintenir le lait à température constante et un seul circuit. Et donc aujourd'hui, on est plutôt dans cette dynamique-là, avec parfois même plusieurs camions, puisque la centralisation sur des ateliers permise par la mécanisation des déplacements a limité le nombre d'ateliers dans la diffusion géographique et a concentré la production sur des ateliers de plus gros volume de lait,
On est au minimum maintenant sur des volumes à 3 millions de litres, alors qu'avant on était à quelques milliers de litres parfois dans une fruitière de village. Donc la gestion de l'espace est quelque chose d'assez prégnant, d'ailleurs pour nous tous et de manière générale dans notre quotidien, mais donc aussi forcément pour les entreprises de l'économie sociale. Alors sur la diffusion aussi spatiale de ces modèles, si on peut dire ça comme ça, en tout cas de ce type d'entreprise, je vais prendre un exemple, plusieurs exemples. Un premier exemple à partir des sociétés de secours mutuels dans le département du Jura, sur lequel on a travaillé avec Steve Degré. On s'est rendu compte que dès 1859, on avait un tissu extrêmement important de sociétés de secours mutuels qui ne quadrillent pas la totalité des communes du département du Jura, mais qui en fit, à l'époque, le premier département mutualisé de France, avec un tissu extrêmement dense, surtout sur le premier plateau, ce qu'on appelle, c'est-à-dire le premier niveau de relief en venant de la Bresse, en venant de l'ouest. Et puis, le deuxième étant un peu plus pauvre et les plus hauts plateaux étant de nouveau un peu plus riches, avec parfois même 2 sociétés de secours mutuels par village, par commune, une généralement créée laïque, parfois créée par la société des sapeurs-pompiers, et puis l'autre plutôt liée au prêtre, qui en a créé une dans le cadre de sa paroisse, quoi. Donc, on a parfois les 2 concurrents. Donc ça, en 1859, on a un tissu, on a presque 300 sociétés de secours mutuels. Et pourquoi donc cette diffusion si près de la loi de 1852? Tout simplement parce que le préfet du Jura, à l'époque, était le comte de Chambrun, si je ne me trompe pas, fondateur du musée social, et qui a été un vrai prosélyte. C'est-à-dire que là, ça tient à quelqu'un, représentant de l'autorité sur le territoire, qui va booster, qui va pousser, faire des propositions, aider, soutenir, à la fois pour la rédaction des statuts, mais aussi parfois financièrement, pour la création de ces petites sociétés de secours mutuels. Alors après, dans la longévité, on est sur quelque chose de beaucoup plus délicat, puisque, bien entendu, il y en a beaucoup qui vont capoter très très vite, pour la bonne et simple raison que c'était absolument pas viable à l'échelle de certains villages de maintenir une société de secours mutuel qui puisse offrir le service pour lequel elle avait été créée. C'est-à-dire qu'il y avait des chiffres d'affaires, des volants de financement qui étaient beaucoup trop faibles, et donc il n'y avait pas moyen de maintenir ces sociétés. Alors, beaucoup ont fusionné, et peu à peu, ont donné quand même un tissu tout à fait intéressant pour le Jura en mutualité, qui couvrait à peu près l'ensemble du territoire et auquel, en tout cas, tout un chacun, citoyen, citoyenne du territoire pouvait accéder et donc bénéficier des services. Mais voilà, donc ça tient vraiment à quelqu'un de très particulier, qui a été très prosélyte, qui a été très moteur en la matière de diffusion territoriale. Le système des fruitières, comme il était parfaitement intéressant, puisque notamment la crise agricole des années qui suivent 1848 va être extrêmement dommageable pour les céréaliers ou les polyculteurs du Bas-Jura. Et par contre, les fruitières vont être extrêmement solides, tout simplement parce qu'elles produisent quelque chose, un produit de garde, quelque chose qui peut se conserver à long terme. Donc, elles sont juste fait le gros dos le temps où le commerce était trop faible. Mais quand le commerce est reparti, 1852, 1853, elles ont pu remettre sur le marché des produits tout à fait comestibles. C'est peut-être là, à cette époque, qu'on a appris à faire des fromages façon de gruyère vieux et qu'on a commencé à les apprécier dans les zones de diffusion de ces produits, notamment dans les zones urbaines, puisque ça partait beaucoup sur Lyon, Paris, ça passait par les Halles, etc. Donc, une reconnaissance du potentiel économique solide de ces sociétés qui va faire qu'elles vont vraiment devenir modèles. Elles auront déjà été modèles
théorique, si je peux dire, pour les utopistes, notamment les fourriéristes, qui vont voir dans ça, dans les fruitières, l'exemple même de l'association parfaite qu'ils défendaient. Il suffit de lire la France des années 1830-40 pour se rendre compte de l'importance qu'ils accordaient à ce modèle des fruitières du Jura. Après, certains essayaient d'en construire, d'en fabriquer ici ou là, aussi bien dans le Jura qu'ailleurs. Les modèles ne vont pas forcément être faciles à mettre en place, ils vont souvent capoter, ça va être très conflictuel, etc. Donc, on se rend compte déjà avec cette première expérience que modèle d'accord, mais que donc il ne prend pas partout. Il va y avoir une deuxième expérience, c'est le transfert de ce principe-là en Haute-Savoie, un peu plus tardif, plutôt à la fin du 19e siècle, où on va voir donc les paysans, les éleveurs laitiers, qui sont pourtant habitués à gérer des alpages communaux, à produire des formes déjà comme le fromage d'abondance, qui sont des fromages très proches de celui du gruyère comtois. On va les voir s'emparer de ça et développer un très très grand nombre de fruitières dans les villages, d'ailleurs au détriment parfois de l'économie alpestre, fromagère. Mais ces fruitières vont vite changer de forme. C'est-à-dire que dans la fruitière classique jurassienne et ancienne, c'est une société d'égaux. C'est les mêmes, on va dire, ils ne sont pas tous égaux parce qu'ils sont au niveau de richesse, mais ce sont les mêmes, dans le sens ce sont des éleveurs qui se connaissent très très bien, qui ont la même culture, qui vivent dans cette société de voisins qui a été instituée au Moyen Âge et maintenue coûte que coûte à travers le temps. Et que le prêt de lait demande une confiance extrêmement pointue entre les individus. Il y a toujours la suspicion que le voisin ait coupé son lait, il y a toujours la suspicion que les récipients ne soient pas très très propres. Et donc, c'est quelque chose de vraiment très très délicat à mettre en place et qui demande une confiance, une solidarité en termes presque juridiques, de respect de ces règles-là pour que le produit commun soit quelque chose qui soit commercialisable et donc que le retour, le bénéfice soit correct pour les uns et les autres. Il suffit d'une brebis noire et tout est jeté à la poubelle. Donc, c'est quelque chose qui est très, très important. Et ce n'est pas le problème qu'il n'y avait pas forcément de confiance entre les agriculteurs et les éleveurs savoyards, mais c'est qu'ils ont vite chargé quelqu'un, le fromager souvent, de prendre en compte cette qualité du lait et même de lui vendre le lait. C'est-à-dire que plutôt que de partager le lait ensemble dans la même chaudière avec un fromager qui est gagé, donc qui est une sorte d'employé, on va vendre le lait à un fromager à qui on va louer le matériel, le chalet souvent, et donc il va se charger, lui, de la responsabilité de toute la chaîne opératoire, sauf de l'élevage, quoi, en fait. Parce que finalement, il va prendre à la sortie du pis la qualité du lait, c'est lui qui en aura la responsabilité. Et donc, ça donne des entreprises qui vont mener peu à peu à des entreprises économiques de type capitaliste, avec des investissements, avec des gens qui vont chercher du lait, qui vont acheter du lait à la ronde, qui vont ne pas rentrer dans un cahier des charges aussi strict que celui des fruitières de Franche-Comté. Et donc, ils vont aboutir à des créations d'entreprises de gros calibre. Chabert, par exemple, qui existe toujours, mais aussi certaines qui, du coup, vont pouvoir être achetées par les grands pôles laitiers qui vont se créer à partir des années 50-60, et notamment, puisqu'on parle de la Mayenne, de Lactalis, qui va récupérer un certain nombre de ces entreprises locales nées justement de quelque part, de cette délégation de cette déresponsabilisation des paysans autour du principe de la coopérative. Ce qui n'empêche pas que ces fruitières, qu'ils appellent fruitières, ce que n'aiment pas les francs-comtois, qui sont des vraies coopératives au sens légal de la loi de 49.
Mais donc, ça veut dire que le territoire joue cette fois non pas dans l'idée de distance, mais dans l'idée sociale, c'est-à-dire qu'un territoire produit, est le produit aussi d'une société. C'est des personnes dans un espace qui créent un type de société. Et ce type de société engendre, dans le cas des fruitières, une forme économique, une forme de gouvernance, une forme économique de gestion d'une production qui n'est pas forcément exportable, puisque dans d'autres territoires, même si ça peut paraître comme modèle, la plante ne prend pas, ou prend et change de forme. Donc le territoire, c'est aussi un espace social, ne l'oublions pas. Et donc, ça voudrait dire qu'il y aurait ça on en avait parlé au collègue, je vois que M. Marek est là, au colloque de Rouen en 2014, est-ce qu'il y a des territoires d'économie sociale? Oui et non, dans le sens où si on compte le nombre d'entreprises de l'économie sociale, ça peut faire un territoire de l'économie sociale, mais est-ce vraiment un territoire au sens d'une définition qui soit convenable pour le terme de territoire, c'est-à-dire d'une société qui produit effectivement ce type cette forme d'entrepreneuriat dans un espace déterminé en fonction des ressources de l'espace lui-même, l'espace étant lui-même une ressource. Et effectivement, quand on voit les fruitières, quand je dis que ce n'est pas exportable par observation, c'est parce que le système social dans lequel sont nées les fruitières franc-comtoises, est bien un type particulier qui a été étudié notamment au niveau de la parenté et des alliances par Michel Dion il y a bien longtemps, et qui s'est bien rendu compte que c'était un type de famille et de liens de parenté et d'alliance dans des communautés villageoises, des communautés de hameaux même, qui fait la possibilité de créer une forme de fruitière qui soit aussi solide, aussi pérenne et aussi convenable pour le consensus économique de ces personnes-là, et qui développe à l'intérieur d'elles-mêmes une forme de confiance, une forme de solidarité qui est très particulière et qui n'est pas forcément exportable, puisque les autres territoires ont produit d'autres formes de confiance et de solidarité qui ne sont pas capables d'accueillir cette forme-là particulièrement. D'où aussi l'importance voilà, comme le comte de Chambrin, des médiateurs qui seraient à même de diffuser cette chose-là, sachant qu'après, il y a le problème de la diffusion et le problème ensuite de la maintenance et de la durabilité du système mis en place. Alors, il y a un exemple quand même que j'aime beaucoup, qui est donc le travail industriel dans le Haut-Jura de Saint-Claude. C'est le travail des pipes, le travail de la tournerie, mais c'est aussi le travail lapidaire, c'est-à-dire la taille de pierres précieuses ou de pierres fausses qui conduira à la taille du diamant tardivement à la fin du 19e. Et il va y avoir vraiment exemple presque excessif, presque parfaitement excessif ou excessivement parfait, celui d'une coopérative lapidaire qui va se créer en 1919 à Sémoncel, donc qui est un village à proximité, juste sur le dernier plateau, enfin l'avant-dernier plateau, avant les Monts Jura, le dernier plateau habité à l'année, au-dessus de Saint-Claude, et ça va être tout simplement une coopérative, statutairement coopérative, lapidaire, donc d'ouvriers lapidaires, qui sont tous de la même famille. C'est-à-dire que le patriarche va s'associer à ses enfants, aux conjoints et conjointes, pour créer une entreprise coopérative de travail lapidaire qui va entrer sur le marché lapidaire. Ils avaient tous été formés dans la famille, en tout cas les ouvriers, et ils vont même créer en annexe une coopérative agricole, c'est-à-dire qu'ils vont travailler en commun un terrain avec de l'élevage et avec des cultures qu'on peut faire à cette altitude-là, bien entendu, et surtout de l'élevage, et ils vont être eux-mêmes associés à la fruitière de Sémoncel, etc. Donc on a là, issu de la famille, une coopérative familiale
qui s'inscrit dans le tissu industriel et dans le tissu agricole d'un territoire donné. Donc c'est un peu un exemple, c'est le seul que je connaisse, hein, mais c'est un exemple un peu exacerbé du rapport entre une entreprise de l'économie sociale, donc avec des statuts qui sont définis ailleurs, et légaux, et puis un territoire qui est capable d'intégrer, de tricoter avec ce matériau-là quelque chose qui lui convient de manière magistrale. Et d'ailleurs, les fruitières, en fait, pendant très très longtemps, il n'y avait pas de statut, hein, c'était une association tacite, comme toutes ces sociétés issues du monde médiéval, des communautés taisibles, hein. Donc c'était une association tacite, sans statut. Le seul document qu'on commence à avoir au tout début du fin 18e et surtout au tout début 19e, c'est le règlement de la qualité du lait, hein, ce qu'il ne faut pas donner à manger aux vaches, comment il faut entretenir le matériel, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de très technique qui n'a rien à voir du tout avec la gouvernance, avec le statut, comment on gère la collectivité de producteurs. Et les statuts, quand ils vont apparaître, on commence à avoir des choses à la fin du 19e siècle. Il va y avoir des lois sur la coopération à partir de 1905, etc. Enfin, je ne vous rappelle pas tout ça, jusqu'à la loi de 49, donc la loi sur les coopératives agricoles, donc rénovation des anciennes lois qui avaient été trahies par Vichy. En 49, j'ai même trouvé des lettres de certaines fruitières qui disent cher Monsieur le ministre de l'Agriculture, nous, on veut bien rédiger des statuts. Donc, ils écrivent une lettre devant le notaire pour qu'il y ait une certification officielle. Et ils disent, mais nous, ça ne nous arrange pas du tout, votre truc, parce que nous, on ne fonctionne pas comme ça. Et donc, ils se plaignent, en fait, que de rentrer dans un statut, ça va leur poser problème pour la durabilité de leurs entreprises. Et puis après, ils vont bien sûr se rendre compte que la tenue des livres, etc., d'abord, c'est des choses qui peuvent être utiles et c'est ce qu'ils faisaient en partie avant, et que le respect des statuts, il est sur le papier. Après, ils vont continuer à gérer comme ils ont toujours géré leurs entreprises et comme ils continuent aujourd'hui encore à les gérer. C'est-à-dire que, par exemple, on est dans des entreprises qui n'affirment pas une décision. Dans un conseil d'administration, la décision pour y avoir participé à certains, la décision n'est pas votée. On ne vote pas, hein, c'est un consensus qui apparaît à un moment donné aux yeux du président, qui comprend tout d'un coup dans les discussions que l'acte est passé. Par exemple, rénovation d'un atelier, investissement sur la construction de nouvelles cuves, etc., mise à jour du système de froid, etc. Et donc, on est vraiment sur un consensus et pas sur un vote. Et ça vient vraiment de ces anciens systèmes. On ne décide même pas à main levée. Tout d'un coup, c'est OK. Et là, on sait qu'à partir de ce moment-là, notamment j'ai assisté à la fusion de 3 très très grosses coopératives dans le Bas-Jura, dans la région d'Arbois, coopératives laitières, et ça a mis 15 ans, hein, pour se solder, avec des échanges. Mais au moment où le papier est signé, et ça ne bougera plus. Donc on est sur ce type de relation entre les personnes, avec cette confiance et cette solidarité, et surtout qu'on se comprend les uns les autres à des degrés qui sont extrêmement pointus. Donc le rapport entre la production d'un statut légal et le rapport du territoire n'est pas forcément équitable, équidistant, on va dire, mais simplement le législateur permet la création d'un certain nombre d'entreprises, notamment les coopératives de consommation dont on a parlé déjà tout à l'heure. Voilà, si je peux m'arrêter là. Je vous remercie pour votre attention. Merci Alain. Est-ce que vous m'entendez? Oui.
Bien, parfait. Voilà, je vous remercie tous les deux. C'était extrêmement intéressant et ça permet une comparaison qui inspire pour de futurs travaux. Parce que, en fait, nous avons là deux territoires très différents. Un territoire qui est relativement ouvert, qui est relativement près de la capitale, territoire rural, certes, mais néanmoins pas enclavé, qui est celui de la Mayenne, ou du moins c'est comme ça que je le perçois, et où il semble finalement que les associations qui ont été pour la plupart quand même divulguées par l'État, même si, comme nous l'a bien précisé Christophe Tropot, il y a toujours un décalage temporel entre la loi et son application et voilà, et son appropriation par les populations. Mais il semble quand même que ces associations en Mayenne soient on est une forme de modélisation, en fait, comme si un peu, c'est ce qu'on comprend de la lecture de vos cartes, comme si les associations se retrouvaient un peu à l'identique dans chaque commune. On a les sociétés musicales, on a les sociétés de sapeurs-pompiers, etc. Et on a un autre territoire donc, qui est aux confins du territoire national, qui est un territoire montagnard, où il semble que le déterminisme géographique est important. J'ai relevé la notion de distance qui est extrêmement intéressante et où, en fait, vos deux interventions aussi interrogent le rapport à l'État, à la puissance publique, comment elle s'exerce dans ces territoires. Donc, on a deux modèles très différents. Je ne vais pas monopoliser la parole, je vais laisser place à des questions éventuelles des uns et des autres, et puis voilà, sinon je vous invite à réagir là-dessus. Mais il y a certainement des questions. Quelqu'un veut prendre la parole? Non? Oui, Pas de questions? Cécile, peut-être? Non? oui, moi Ah, volontiers. Antoine, vas-y. Oui. Donc, une question à Alain. C'est à propos précisément du rôle du rôle de l'État. Il apparaît dans votre exposé assez fugitivement, finalement, à propos des sociétés de secours mutuels, où le comte de Chambrin, en tant que préfet, les aurait encouragés, etc. Mais à propos des fruitières, moi, par le passé, avec Bernard Calahora, nous avons étudié le rôle de l'administration forestière, donc de l'administration des eaux et forêts, les inspecteurs, les conservateurs notamment. Or, ce qu'on avait repéré, c'est précisément que certains d'entre eux, une minorité, trouvaient que les fruitières étaient une excellente forme sociale à encourager et ils ont œuvré pour faire connaître les fruitières, peut-être pour en essayer d'en susciter certaines dans des territoires où il n'y en avait pas. Il faut se souvenir que les agents des eaux et forêts sont très attachés à un territoire chacun puisqu'ils ont une circonscription qui est sous leur où ils exercent leurs fonctions. Donc voilà, ma question c'était est-ce que Alain, vous auriez quand même repéré ce rôle de l'État à travers son administration forestière vis-à-vis des fruitières en Franche-Comté et ailleurs? Alors, merci pour la question et d'ailleurs merci pour notre rencontre en 2020 et que vous m'aviez offert votre livre sur ce sujet, sur les forestiers leplésiens. Et alors, moi, je n'ai pas rencontré ça en Franche-Comté pour la bonne et simple raison, c'est que le tissu, quand se développe, l'administration forestière investit les territoires, le réseau des fruitières est déjà extrêmement dense, donc il n'y avait pas lieu de susciter ce genre de structure, d'entreprise. Mais effectivement, on voit ça par exemple pour la Haute-Savoie, on a eu peu de forestiers proches de ce mouvement-là, donc je ne connais pas d'exemple
Et c'était plutôt conflictuel, comme on sait, entre l'administration forestière et les éleveurs, notamment sur les pâturages d'altitude, enfin en limite des pâturages d'altitude, ou sur les bas-monts d'ailleurs, sur les pâturages de demi-saison, où là il y avait une tendance au reboisement, alors que les éleveurs, eux, parcouraient ça de manière un peu extensive depuis des siècles et des siècles. Et par contre, je me rappelle d'une expérience qu'a relatée, si je ne me trompe pas, c'est Madame Rendu sur les Pyrénées, où là, elle avait étudié une fruitière, je crois que c'était en Cerdagne, si je me rappelle bien, où là, donc, il y a eu un projet de fruitière euh, mené par les forestiers dans un cadre justement pour structurer un peu les groupements d'éleveurs sur les montagnes pyrénéennes de Cerdagne. Et que le projet avait fait extrêmement long feu parce que c'était pas du tout un modèle qui convenait aux populations locales. Et ça, elle a vraiment très très bien démontré le gaz. Donc pour abonder dans ce que je disais tout à l'heure, elle confirmait, elle, c'est un article qu'elle a publié il y a déjà longtemps, elle confirmait que vraiment si le substrat social n'est pas adéquat, ça ne prend pas, et au mieux, ça prend, mais ça transforme, hein, comme dans la version au Savoyard, où là, c'était de la propre initiative des éleveurs eux-mêmes. Donc D'accord. voilà, je connais cet exemple-là des Pyrénées, de Sardagne, mais dans le secteur-là, je n'ai pas eu vent, et même en Savoie, je ne suis pas sûr qu'on ait eu de projet de ce type-là autour de l'administration forestière qui était basée à Chambéry. C'est non exportable, donc. Bah, difficilement exportable, quoi. Merci. Dominique, vous avez une question? Oui, plutôt une remarque et une question. Je voulais revenir sur le développement associatif de la fin du 19e siècle. Et moi, j'étais très intéressée par le caractère un peu thématique des associations, et notamment par toutes les associations musicales qui se développent, qui me paraissent intéressantes, parce qu'en fait, est-ce que c'est aussi un moyen de regroupement qui n'est pas un moyen de regroupement directement comment dire, de protection ou de production ou de mise en commun de moyens, mais plutôt de regroupement et de production de quelque chose comment dire, hein, de loisirs ou de cohésion sociale ou enfin, l'idée d'un regroupement qui profite quelque part à l'ensemble de la collectivité sans être directement lié à un lien économique ou à un objet économique. Donc j'ai trouvé ça assez, peut-être ce n'est pas le cas et c'est une mauvaise interprétation, mais ça me fait un petit peu penser au développement à la même époque, fin du 19e siècle, des universités populaires qui fleurissent, mais plutôt en milieu urbain, dans nombre de villes dans ces années-là, et qui n'ont, beaucoup d'ailleurs, sont couplés avec des sociétés musicales, avec des regroupements musicaux. Donc, est-ce qu'on est un peu dans le même type de phénomène? Et puis, j'ai une interrogation sur est-ce qu'on peut établir un lien entre le succès de ces associations et la situation économique du début du XXe siècle et notamment la crise. Est-ce qu'on a une corrélation sur la diminution du nombre des associations ou est-ce qu'on n'a véritablement pas de lien qui puisse être marqué à cet égard? Merci. Christophe, je pense que c'est à vous. Oui, merci pour la question. Pour les questions, sur l'apparition des sociétés musicales, quand on regarde un petit peu qui s'investit là-dedans, ce sont surtout des populations qui sont dans le bourg. Et en fait, il n'y a quasiment pas de paysans. C'est une population très commerçante et artisanale plutôt. Beaucoup d'artisans et de commerçants.
pourquoi ils s'investissent là-dedans? Alors peut-être avec une arrière-pensée économique, puisqu'en fait, par l'animation du bourg, on va faire des fêtes et on va faire venir du public et forcément des consommateurs dans les cafés, dans les commerces. Il y a aussi que j'ai pu voir aussi, c'est qu'il y a une généalogie, un lien avec les sapeurs-pompiers. Et alors, dans les sapeurs-pompiers, il y a beaucoup d'artisans du feu, du bois, qui s'investissent. Alors là, on peut remettre un petit peu en question le caractère volontaire, puisque parfois ils sont quasiment, voilà, on est artisan du bois et hop, c'est automatiquement ou du feu et on est automatiquement pompier. Et en fait, c'est là-dedans généralement que naissent ces formations musicales. Et il y a dans une continuité. Et il y a aussi l'effet prestige. Enfin, en gros, dans les possibilités communes, si les municipalités subventionnent aussi en complément du subventionnement national, il y a aussi ce côté prestige et l'idée de pouvoir voilà, se glorifier, d'avoir une fanfare qui, c'est aussi l'objectif malgré tout de toute fanfare, de pouvoir concourir et d'affronter, avant tout ce qui était compétition sportive, de pouvoir affronter les fanfares de la région. Donc il y a aussi, et là je fais le lien avec votre deuxième question, il y a le lien de, de, de rappeler une certaine identité locale et dans un contexte où la Mayenne est dans un contexte d'exode rural total, qui démarre à partir des années 1830 et qui va courir jusqu'aux années 1930. Notamment dans le nord du département, il y a des communes qui perdent 75% de leur population et le département va perdre, je ne sais plus, je donne de mémoire, mais au moins 30 ou 40% de sa population. Et notamment ces petits villages. Et je dirais que ces fanfares sont, et même ces sociétés conscriptives, sont un petit peu des moyens de résister à la déségrégation, puisqu'en fait, c'est essentiellement des jeunes qui partent. Enfin, c'est surtout des jeunes. Hein, les jeunes filles partent dès 13-14 ans. Les garçons, ça peut attendre le service militaire, mais après, ils partent. Et en fait, en créant ces associations musicales, qui sont généralement aussi, les maires sont à l'initiative de ça, ça permet de créer une sorte de cohésion, de tenir le village, de créer une sorte de cohésion, pour pouvoir faire exister le village, qu'il y ait une animation et de tenter de résister, en s'investissant, de tenter de résister un petit peu à cette désagrégation. Et en lien avec la situation économique, en gros, on a un département de la Mayenne qui est vraiment en crise économique, avec un modèle qui était basé sur le pilier du tissage à domicile et d'une agriculture domestique, et en fait qui est totalement en déclin, avec de grands propriétaires qui se spécialisent dans l'élevage bovin. Et en fait, en gros, on a une population qui part avec l'arrivée du chemin de fer, qui est totalement aspirée par la région parisienne. Et on a malgré tout la création d'associations pour tenter de faire exister une vie villageoise, une vie locale. Vas-y, Alain, à toi. Alain, tu veux répondre peut-être? Oui, je voulais ajouter un petit élément. Dans ce système industriel diffus jurassien, toujours à Moncel, dans cette commune pas proche de Saint-Claude, mais vraiment en montagne, où il y a beaucoup de lapidaires qui travaillent à domicile. C'est des petits fabricants. Généralement, ils travaillent soit en famille, soit avec quelques ouvriers. Et les négociants avec qui ils sont en rapport, qui reçoivent le matériau brut et à qui ils livrent le matériau taillé, ont un pied-à-terre local, sont des gens du village, mais généralement vivent à Paris. Pour leur négoce, ils sont vraiment sur Paris, quoi. Pour le négoce des pierres, à la fois l'achat des brutes et la livraison détaillée. Et donc, on va voir se créer une sorte de cohésion. Hein. Les gens restent au pays, beaucoup. À part cette émigration temporaire, d'avoir un comptoir à Paris, en quelque sorte, sur le mode ancien du négoce. Les gens sont vraiment très attachés au territoire. Ça, c'est Jean-Marc Olivier qui a fait un très très bon travail sur Morée là-dessus. Ils ont toujours une ferme, enfin une maison, parfois une belle maison d'ailleurs, mais aussi parfois une ferme, qui est la ferme familiale. Et donc, ils reviennent régulièrement. Donc, il y a un lien. Et pour fédérer en fait tous les producteurs, c'est des communes très étendues avec un habitat très dispersé. Il y a un petit bourg, mais vraiment ridicule. Ils vont créer une fanfare, donc qui va être totalement payée par les négociants, qui vont offrir en fait la possibilité de faire de la musique en groupe à leurs producteurs, à ceux qui leur fournissent le travail taillé, quoi, qui ne sont pas des salariés, hein, qui sont bien des indépendants,
qui travaillent pour le compte de ce négoce. Et donc, ils vont subventionner, et on a la chance d'avoir conservé les archives de cette société qui est assez extraordinaire, et qui elle-même a conservé aussi, d'une part, toutes les archives, mais aussi le mobilier, un certain nombre d'instruments anciens, etc. Bref, c'est très, très, très intéressant. Elle a décliné dans les années 70, mais elle est renée sous une nouvelle forme par un groupe de jeunes post-68 heures, j'allais dire. Ils ont recyclé un peu cette structure. Mais donc là, c'est très intéressant parce que même dans la représentation, puisque la bannière d'époque a été conservée, donc elle date de 1890 et quelques, je ne sais plus la date, elle est incrustée de fausses pierres, mais des blocs énormes, elle pèse 1 tonne, donc celui qui la portait devait vraiment être costaud. Et surtout, c'est l'union des lapidaires elle s'appelle l'Union des lapidaires de Sémoncel, quoi. Et donc, c'est vraiment un travail de cohésion de producteurs autour de négociants, d'un petit groupe de négociants, 2, 3 personnes, et pour être toujours présents sur le territoire, même quand ils n'y sont pas quelque part. Donc ça, je trouve ça aussi intéressant par rapport à ce que dit Christophe Tropot de refabriquer un village qui est en train de s'effilocher. Alors là, il ne s'effiloche pas, mais quand même, et en plus, c'est démonstratif d'une économie, d'une production, et donc du poids économique et donc politique de cette production. Voilà. Juste pour, Alors, moi, j'aurais une question à Christophe Tropot. Voilà, vous avez donc vous nous avez bien montré que les injonctions de l'État ne suffisent pas pour la réussite du modèle associatif et qu'il faut pour cela qu'il y ait un goût pour l'association. On pourrait même ajouter une nécessité pour l'association. Et je voudrais savoir si au cours de vos recherches, en amont de ces associations réglementées, encadrées par un arsenal législatif dont vous nous avez parlé, si en amont, vous avez pu remarquer l'existence d'associations d'entraide informelles en Mayenne. Voilà, en fait, ma question n'est pas innocente et elle est un petit peu orientée. C'est que, si vous voulez, mon hypothèse, c'est que ce type d'association existe dans des milieux géographiquement difficiles, hein, ceux évoqués par Alain Mello, justement, dans le Jura. Moi, j'ai étudié l'île de Ré, qui est un milieu insulaire avec une nature compliquée aussi, et où j'ai pu remarquer ce type de pratique associative bien avant le 19e siècle. Et je voudrais savoir si dans un territoire comme la Mayenne, ça existait. Alors, Oui, j'avoue merci. ne pas avoir trouvé de traces de ce genre ni dans mes lectures, ni dans les sources, d'entraide informelle. Je réfléchis, non, il y a pas, j'ai pas de, de, de traces d'idées enfin, voilà, qui me viennent. Et puis même après, par rapport aux historiens, aux historiennes qui ont pu étudier l'époque moderne, on est vraiment sur peut-être encore assez éclaté. Enfin, on a un paysage voilà, assez éclaté, donc il n'y a pas de. Annie Antoine, qui a travaillé sur la période du XVIIIe siècle, montre bien que bon, les assemblées de village ont un petit peu du mal à fonctionner, que on est très, très. Enfin, c'est plutôt. Alors, il y a des jeunes qui animent dans l'animation. Côté animation, oui, mais après, côté entraide, je pense que c'est plutôt de l'entraide de voisinage, mais pas informelle, mais voilà, pas très puissante, pas très forte. J'ai pu remarquer moi-même, j'ai travaillé sur la Charente inférieure, et j'ai pu remarquer que dans les campagnes prospères du sud du département, le mutualisme, par exemple, a beaucoup de mal à prendre, hein, parce qu'on est vraiment dans une épargne familiale, du bas de laine, et mettre son argent en commun, c'est quelque chose qui ne se pratique pas. Bon, j'aurais une autre question pour Alain. Je me souviens que dans l'encyclopédie coopérative socialiste et associative, je ne sais plus, syndicaliste de Compère Morel dit que le modèle de Saint-Claude n'est pas transposable. Voilà, alors je voudrais votre avis à tous les deux. Est-ce qu'il y a des modèles transposables et d'autres non? alors, oui, c'est même. Gaumont va faire un article spécifique là-dessus en 21.
où il va montrer que effectivement c'est pas transposable, on peut pas diffuser ce modèle-là. Après, on peut s'inspirer de ce modèle-là, mais on peut pas le diffuser. Après, est-ce qu'il y a des modèles transposables? Oui, tous les modèles que le législateur a mis en place, tous les modèles de statut, puisqu'on appelle ça comme ça, sont des modèles qui sont totalement, dont on peut s'emparer, que ce soit modèle des statuts de la loi 1901, modèle des statuts de la loi de 1867, qui sont d'ailleurs très réduits, euh, modèle des statuts des coopératives agricoles de telle ou telle époque, etc. Tout ça est transposable. D'ailleurs, dans le monde agricole, ça va donner lieu à un développement coopératif extrêmement important. Hein, des grosses coopératives dont on connaît aujourd'hui les issues. Oui, ça existe, mais ce sont des formes qui sont déterritorialisées, si je peux dire ça comme ça. Ce sont des formes dont justement, c'est fait pour que tout le monde puisse s'en emparer. Mais c'est aussi dans l'état d'une sorte de gommage des territoires, volonté de l'État, hein. C'est-à-dire d'unifier. Par exemple, les lois associatives sont très clairement des lois pour unifier tout ce mouvement, toute cette masse de gens qui essayent de faire des choses par-ci, par-là, comme ci ou comme ça. Et donc, ils vont pouvoir se fédérer, en quelque sorte, se mettre sous la tutelle de l'État dans un seul cadre et pouvoir exercer l'activité qu'ils souhaitent dans ce cadre-là. Donc, il y a bien des modèles exportables. Après, les fruitières, c'est quand même un modèle très, très particulier, parce qu'on a le même modèle en Suisse, enfin, le même mot, mais pas le même modèle non plus. Donc la réglementation tend à déterritorialiser le modèle associatif. Je pense, en tout cas, à déterritorialiser, Alors peut-être dans le modèle français, en tout cas, qui est quand même un modèle en jacobin, tout cas dans le modèle français. avec un État puissant, enfin avec une véritable puissance publique. Ouais, c'est possible. Parce C'est que dans le modèle peut-être italien, différent ailleurs, oui. Est-ce dans le modèle- que, par exemple, tu as, je sais que tu as un peu travaillé sur l'Italie, il me semble, est-ce que tu vois un autre rapport au territoire en Italie? je crois, oui. Même s'il y a une législation du même type, c'est-à-dire une législation nationale, mais déjà l'État italien est beaucoup plus récent que l'État français, puisque c'est seulement 1860 où il y a une unification, donc il y a un certain temps pour les législateurs à mettre en place, alors que déjà, par exemple, en Piémont, existe un grand nombre de sociétés de secours mutuels qui sont inspirées souvent du modèle allemand, des banques coopératives qui sont aussi inspirées du modèle allemand. Le modèle allemand est très prégnant en Italie du Nord, en tout cas. Mais donc le législateur, il arrive un peu plus tard, en France aussi, hein, pour les sociétés de secours mutuels. Celle de Grenoble, c'est 1803. On n'a pas encore une législation par rapport à ce phénomène-là particulier, qui va venir bien après, comme on sait, un demi-siècle après quand même. Une première législation qui va ensuite être changée. Donc, en Italie, on a plutôt production, justement, production de territoire. Si on prend le territoire de l'Émilie-Romagne, et notamment la région de Reggio Emilia, c'est une région extrêmement coopérative, perte de vitesse aujourd'hui, mais la coopération. Mais c'est un territoire qui, quelque part, spontanément développe des formes coopératives. Donc, il y a une structure sociale dans ces plaines, surtout dans la partie de la plaine de l'Émilie. Il y a un territoire qui est propice de populations qui sont aptes à s'emparer, en tout cas, de formes de ce type-là et à les développer, quoi. Donc là, on a tout, hein. On a coopérative de consommation, coopérative bancaire, coopérative agricole. Le parmesan est produit dans les mêmes systèmes que le comté. C'est des systèmes très, très proches. Pas les fermes, mais les coopératives de production du fromage même. Et on a aussi des coopératives, des quartiers entiers qui sont des coopératives d'habitat. On a même jusqu'à développer des formes d'éducation, d'enseignement, hein, qui font appel beaucoup à la coopération et à la mise en pratique des mains, des choses, quoi.
Donc, on est là sur par exemple, en Piémont, ça se passe totalement différemment. En Piémont, c'est beaucoup l'œuvre de volontaires. Ça va plutôt démarrer dans les années 50, 1950, sur des coopératives agricoles, donc sur des modèles déjà bien clairs au niveau des statuts légaux, dont on va s'emparer pour faire avancer une production économique, pour collectiviser des productions. Donc, on est sur des territoires aussi très variés. Mais effectivement, le rapport à la législation peut être différent, mais quelque part, on retrouve le même schéma que ce qu'on peut trouver en France, à l'issue, même si on n'a pas une histoire nationale du même ordre. Bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Christophe, est-ce que vous auriez encore quelque chose à dire? Bon, eh bien, je pense que... Non, Oui, c'était juste je t'en pour prie. ajouter un mot sur la transposabilité de l'association. C'était juste pour dire, par exemple, quand la loi de 1901 est mise en place, les pouvoirs catholiques locaux, donc en lien aussi avec la loi de 1905, vont investir cette association en réaction. Et donc, en fait, on a un essor de l'association catholique en Mayenne, et donc en fait ils vont s'en servir. En fait, au départ, comme je disais dans mon intervention, c'est plutôt une loi qui veut garder les congrégations un petit peu religieuses à part. Et en fait, en Mayenne, on va avoir un surinvestissement pour justement développer l'influence, pour conserver l'influence catholique en Mayenne. Donc en fait, on s'approprie. Je pense pas que c'était ça qui était visé au départ, mais par l'État, mais on a au plan local un regain d'investissement, un regain d'influence de l'Église catholique par ses patronages notamment et par ses sociétés de préparation militaire catholiques en Mayenne. Merci. Bien, si personne n'a rien à rajouter, nous allons mettre fin à cette séance très intéressante. Je vous remercie beaucoup l'un et l'autre. Et Dominique, le mot de la fin peut-être? On ne vous entend pas. Le micro. Bon, voilà. Là, c'est bon? Ouais. Oui, vous m'entendez? Bah, écoutez, merci beaucoup, merci à tous. Je trouvais que c'était une matière très riche et sur laquelle il y aurait beaucoup d'autres, enfin, il y a beaucoup d'angles différents de lecture et ça, j'ai trouvé ça quand même extrêmement intéressant sur une période balayée qui est une période très vaste. On voit bien à la lecture, à l'écoute et à l'écoute des questions aussi, les enseignements que l'on pourrait tirer de l'ensemble de ces observations sur aujourd'hui ou sur la poursuite des expériences ou de la diversité des expériences à travers les époques et à travers et jusqu'à la fin du XXe siècle. Donc, je trouve que c'est une matière particulièrement intéressante et je m'interrogeais en vous écoutant sur la manière intelligente de pouvoir capitaliser un peu mieux tout cela. Voilà, donc je ne sais pas si j'aurai la solution tout de suite, mais si vous avez des suggestions, on est prêt à en parler, bien évidemment. Écoutez, je vous remercie encore et puis je vous souhaite à tous une excellente soirée. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci. Merci. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.